Alors, donc, merci beaucoup en tout cas pour l'accueil et l'intérêt. En tant que journaliste, je suis très intéressé par l'éducation en France parce que c'est un sujet récurrent, difficile, compliqué. Alors, je suis en France depuis 2002 et dès le début, j'ai constaté un débat de plus en plus compliqué sur l'école parce que c'est une école dont j'ai l'impression qu'on a beaucoup d'attentes. On a quand même une vision, une histoire, surtout une vision magnifique de l'école, comme l'ascenseur social, comme donc c'est le berceau de la République. Et en même temps, on constate la réalité qui est totalement différente de la vision, c'est-à-dire une école avec de plus en plus de problèmes, de difficultés. Et en 2010, j'avais écrit mon premier livre sur l'école qui s'appelle « J'aime bien les écoliers », qui était le regard de l'étranger sur la culture scolaire, qui est pour un étranger très dur, très cassant même, avec donc cette notion de rabaisser les élèves souvent, qui manque dans les comparaisons internationales de la confiance en soi, en eux. Donc voilà, ça c'était un peu l'analyse que j'avais fait, et avec celui-là, le nouveau livre, je suis allé chercher des solutions. Parce qu'il y a deux constats qui sont très douloureux, je crois. Vous allez peut-être partager les constats. Et ça se voit à travers les statistiques françaises, les statistiques internationales. D'abord, il y a une dégradation de la performance des élèves depuis 15 ans, qui est assez importante. On voit donc de plus en plus de jeunes qui ont des difficultés déjà en primaire et surtout au collège. Il y a donc de plus en plus de jeunes qui ne réussissent pas bien à maîtriser les bases. Ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, c'est qu'on est dans un pays où la notion de l'égalité, et surtout l'égalité à l'école, est extrêmement importante. Donc, si vous traversez le pays, vous trouvez le mot égalité même écrit sur les écoles partout. Et on est dans un pays, quand même, qui n'est pas comme le mien, donc britannique ou aux États-Unis, avec des écoles privées très chères. Il y a des écoles privées, mais pas très chères, et c'est surtout l'école nationale publique qui a cette réputation d'excellence. Mais c'est ça le point, que ce pays, avec cette tradition de l'égalité à l'école, a quand même des inégalités sociales à l'école de plus en plus importantes, au point que maintenant, si vous faites le calcul entre performance des élèves et le background socio-économique des élèves, la France est le pays le plus inégalitaire en Europe, et même pire que les États-Unis pour tout ce qui est donc, les inégalités scolaires. Et ça, c'est le choc, parce qu'on n'attend pas ça. Il n'y a pas les écoles à 30 000 euros, à 40 000 euros comme on trouve en Angleterre, aux États-Unis. Donc voilà, donc ça c'est la question, une longue réponse, mais simplement, pourquoi, c'est ma première question en tant que journaliste, donc je suis allé chercher les réponses, pourquoi ces problèmes-là, et surtout avec celui-là, ce livre-là, est-ce que c'est inévitable, est-ce qu'il y a des solutions? Et enfin, ce que j'ai trouvé, j'ai passé donc un an, je suis allé voir sur le terrain en France, beaucoup d'écoles, partout, et j'ai constaté qu'il y a de plus en plus de demandes des parents pour autre chose que l'éducation nationale. Et il y a de plus en plus d'écoles qui répondent à cette demande. Donc là aussi, j'ai fait aussi un chapitre sur votre école, qui répondent de leur façon, qui est parfois très différente. Et la question que je me pose dans le livre, donc je suis allé voir, je suis allé constater, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des alternatives? Oui. Est-ce que ça marche? Souvent oui. Est-ce qu'on peut prouver ça? J'ai essayé de faire ça. Et la dernière question, c'est est-ce qu'il y a des leçons pour le système de tout ça? Alors justement, donc, parmi les réponses effectivement concrètes que vous avez développées, celle d'Éric Mestralet,
qui présente comme sous-titre de son ouvrage un nouveau modèle d'école pour mieux lutter contre l'échec scolaire, ça c'est le premier objectif, mais également lutter contre les tensions communautaires. Donc vous avez notamment développé 4 axes dans votre projet pédagogique. Donc qu'en dites-vous? Tout d'abord, il y a un constat qui est relativement partagé, donc on ne va pas revenir sur ce constat-là. Et puis, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à des concepts, des théories, etc. Et nous, on est reparti du terrain. On est reparti de ces enfants qui ont des difficultés à s'intégrer dans la communauté, dans la commune, dans la communauté un peu plus large, la communauté nationale. Voilà. Et en se disant, peut-être que si l'école pouvait jouer un rôle dans cette intégration, ils ont peur de cet avenir finalement, il y a une vraie désespérance, eh ben, on rejoindrait peut-être ce qu'aurait voulu être l'école que vous êtes allé chercher partout en France, voilà, et qui aujourd'hui ne nous répond pas complètement aux besoins. Donc nous, on est parti de la base en disant, il y a une désespérance scolaire, c'est la source d'un certain nombre de tensions palpables, hein, les élites locales disent on n'a plus la main, on sent que les enfants sont pas bien. Alors ils peuvent ne pas être bien pour plusieurs raisons. Ils peuvent être soit des chahuteurs, soit des gens qui ont du mal à l'école, soit tout simplement des gens qui sont bons à l'école, mais c'est pas bien d'être bon à l'école. On est vite ostracisé par les autres, donc ils se cachent, ils se referment sur eux. Et donc, ouais, on a plein de typologies d'enfants qui finalement vont à l'école à reculons. Alors que c'est un plaisir d'aller à l'école, c'est un plaisir de découvrir, d'apprendre, de s'instruire. Donc on a essayé de recréer un endroit particulier avec un certain nombre de règles, comme ça a été évoqué, de manière à ce que l'enfant retrouve confiance, puisse se projeter dans un monde adulte qu'il considère, à tort ou à raison, comme ne l'accueillant pas. Alors il ne peut ne pas l'accueillir pour plein de raisons. Il a des parents qui sont au chômage, il a des parents qui se sont disputés, qui se sont séparés, donc ici ce monde adulte, c'est pas très accueillant. On sait que ce monde adulte, c'est un monde raciste, parce que de toute façon tous les médias le disent, donc je suis pas accueilli. Donc voilà. Et donc il faut lui donner la possibilité de comprendre les codes de ce monde adulte dans lequel nous habitons. Et par ça, on va se donner les moyens de le faire à travers des petits effectifs. C'est très simple, hein, c'est beaucoup de bon sens. Un corps professoral extrêmement présent. Donc j'ai parlé de corps professoral, je vais pas parler de professeurs. Donc il y a une nuance importante, c'est que l'ensemble des professeurs vont être au service des enfants pour voir à travers le cours et la discipline qu'ils dispensent, mais aussi dans les activités autres, dans la cour, au moment des repas, comment l'enfant est, comment l'enfant s'épanouit, où les difficultés qu'il peut avoir, le manque de confiance qu'il peut ressentir. Après, autre élément, c'est bien les professeurs qui sont là pour enseigner. C'est pas l'enfant qui va construire son savoir. Remise en cause d'une idéologie qui a fait florès en France depuis 30 ans. Voilà, donc on a une autorité qui va venir et permettre aux enfants de grandir. C'est pas la vision de la Troisième République du hussard noir, parce qu'on a des profs assez jeunes qui eux-mêmes, étant présents, vont essayer de leur communiquer toute leur passion, que ce soit de la musique, du théâtre. Voilà, donc on a la possibilité de rencontrer ces professeurs, d'aimer ce qu'ils donnent envie d'aimer, et puis de fait, c'est plus rébarbatif d'apprendre, on a envie d'apprendre, et on a des histoires extraordinaires, des fioretti, comme on dit, tous les jours. Alors, c'est toujours difficile, hein, mais tous les jours, on a des très très belles histoires à raconter. On en cite quelques-unes dans le livre, voilà, et on a essayé de structurer ça pour essayer de montrer que cette école, qui peut être un bon exemple à un endroit, mais est aussi réplicable. C'est pour ça que c'est une fondation qui porte ça. L'école a été conçue comme une école d'école, et il y a déjà 3 autres écoles qui ont été créées, dont 2 qui ont été ouvertes en septembre, une à Asnières et une à Roubaix. Très intéressant. Les Roubaix, c'est des grands bourgeois qui disent les réponses institutionnelles ne fonctionnent pas. Il y a une vraie tension. À Asnières, c'est la société civile qui dit on est bien du côté d'Asnières Sud, c'est sympathique, mais à Asnières Nord, il y a des gens qui se sentent pas bien, il y a des enfants qui vont pas bien. Est-ce qu'on peut créer des ponts entre ces deux quartiers? Et donc c'est le Sud qui s'est mobilisé pour aider à la création de cette école. Une 50aine d'élèves dès la première année, donc c'est quelque chose d'assez rapide. Alors évidemment, ils profitent de l'expérience du cours Alexandre Dumas à Montfermeil. Il y a même une institutrice qui était à Montfermeil depuis le début, qui est venue s'installer
à Asnières. Je crois que vous la connaissez d'ailleurs. Lorraine. Lorraine. Voilà, donc voilà, la démonstration par le terrain, la démonstration par l'exemple, voilà, sans prétention, essayer de redonner confiance aux enfants, redonner le sourire aux enfants. Alors après se pose évidemment la question de l'évaluation qui a été évoquée. Donc c'est un sujet sur lequel évidemment on s'est penché dès le début. C'est un sujet qui est difficile au sens où pour pouvoir prouver des choses, il faudra avoir beaucoup de recul qu'on n'a pas. Hein, l'école de Montfermeil a fait sa 4e rentrée. À Marseille, ils sont à la 2e rentrée. À Asnières et à Roubaix, c'est leur 1re rentrée. Donc on est prudent. Voilà. Mais on essaye de se caler sur un certain nombre de référentiels qui existent. Et on va essayer surtout de mettre en place un référentiel, ou contribuer à la mise en place d'un référentiel, de telle manière à ce que ces enfants puissent se situer en termes de niveau. Et l'idée, c'est pas qu'ils soient bien haut ou bas. L'idée, c'est qu'on puisse montrer qu'il y a une progression qui s'effectue au cours de l'année grâce à cette confiance retrouvée. Alors, vous développez l'un et l'autre des solutions très très concrètes. Alors, je vais repasser la parole à Peter Limble parce que vous commencez votre ouvrage sur un exemple assez surprenant, une école maternelle à Gennevilliers, publique, où vous dites que les personnes disons, cette institutrice utilise une méthode qui ont permis aux enfants d'apprendre à lire, écrire et compter avec 1 an d'avance. Ça a été évalué justement par des CNRS de mémoire, l'université, un professeur du Collège de France, etc. C'est validé. Voire même, vous allez, ce que je ne savais pas sur cette méthode, elle était à l'origine de la réussite de Google, Amazon et Wikipédia. Est-ce que donc c'est une méthode alternative? Vous évoquez celle-ci, il y en a d'autres. Donc on va regarder concrètement. Est-ce que déjà vous pouvez nous en dire un mot? Et puis ensuite, Eric nous développera Back to Basics, le retour aux fondamentaux. Oui, effectivement. Comment s'appelle cette méthode? Alors, donc c'est l'école, c'est une école Montessori, c'est une classe Montessori. Montessori qui n'est pas du tout une méthode récente. Donc, Madame Montessori qui a ouvert son école, sa classe en 1907. Mais oui, donc ça fait plus d'un siècle. Aussi Célestin Freinet qui était dans les années 20. Donc c'est très intéressant pour moi de regarder. Il y a un siècle, il y a 50 ans, la France était beaucoup plus ouverte aux autres choses, aux autres méthodes. La première école Montessori en France, c'était en 1913, c'était une école publique. La première école, l'association Montessori de France, ça a été créée en 1952. Et dans le conseil d'administration à l'époque, il y avait le ministre de l'Éducation et le ministre des Affaires étrangères. Donc on était plus ouvert à ça. Aujourd'hui, les Montessori sont des écoles privées. C'est vraiment dommage parce que là aussi, on est dans une exception française. Aux États-Unis, dans beaucoup d'autres pays, vous trouvez des écoles Montessori publiques. Et pourquoi? C'est une méthode intéressante parce que déjà, c'est différent. L'axe est mis beaucoup sur l'autonomie des jeunes et la créativité. Donc on n'est pas assis comme dans les classes classiques, mais effectivement on bouge. Chaque enfant est très autonome et chaque enfant fait des choses différentes dans la classe. Et c'est tout l'enjeu, c'est l'enseignant qui suit un peu, qui regarde, mais qui n'insiste pas. Il ne dit pas maintenant tu vas faire ça, c'est l'enfant qui choisit. Donc et les classes sont des âges mixtes, donc 3 à 6 ans, 6 à 9. Et comme vous dites, donc si vous allez voir Silicon Valley, donc les fondateurs de Google, le fondateur de Wikipédia, de Amazon, Jeff Bezos, ils ont tout fait, les écoles Montessori. Et effectivement, ils disent, il y avait une interview avec les fondateurs de Google au moment de l'OPA en 2007, et on a posé la question, alors, est-ce que c'est parce que vos parents sont des profs que vous êtes tellement créatifs? Et ils ont dit non, c'est parce que nous avons fait des écoles Montessori. Alors, cette expérience en France, à Gennevilliers, c'était la première expérience, c'était pas une école, c'était une classe
Montessori au sein d'une école maternelle à Gennevilliers avec une jeune enseignante qui s'appelle Céline Alvarez, extrêmement enthousiasmée, avec beaucoup d'énergie, qui a pris ça en main et qui est très intéressée par tout ce qui est les neurosciences, donc les sciences cognitives, qui montrent de plus en plus que les idées de Madame Montessori il y a un siècle sont toujours pertinentes aujourd'hui, parce que c'est l'activité, l'intérêt de l'enfant, c'est la répétition, c'est la consolidation du savoir qui fait toute la différence. Donc, elle a créé cette classe, elle a eu une dérogation, elle a appelé donc la CNRS pour aller voir, pour constater. Ils ont fait au début de l'année une évaluation des enfants, et à la fin de l'année. Et donc une progression extrêmement rapide. Et à l'âge de 5 ans, donc pour la deuxième année, toute la classe était capable de bien lire, bien écrire, et c'était dans une ZEP à Gennevilliers, plan violence. Donc extrêmement dur. Et ça a très bien marché. Mais effectivement, ça a trop bien marché. Ça a créé des jalousies énormes avec les autres enseignants. Ça a créé des jalousies avec la directrice et surtout avec l'académie, l'inspectrice. Et donc après 3 ans, on a fermé. Et les parents sont fous de rage. Donc, parce qu'ils ont dit enfin quelque chose qui marche. Et qu'est-ce qu'on fait? On le fait parce que c'est pas ce qu'il faut faire. Donc là, c'est anecdotique, mais ça montre à quel point, d'abord, on est un peu plus ouvert aux expériences. Un peu plus, pas beaucoup, mais vous existez. Vous êtes au contraire, il faut le dire, mais aussi dans le public. Il y a des expériences, des tentatives de faire des choses, mais en même temps, des problèmes bureaucratiques énormes, parce qu'on est confronté par une éducation nationale, un système qui est monopoliste, qui n'est pas des choses qui sont différentes. Donc, c'est un peu la schizophrénie. Alors, Eric et Peter, vous avez évoqué, Peter, les neurosciences. Eric a évoqué également les neurosciences pour une méthode, là la tension va monter, la fameuse méthode syllabique, qui a été prouvée que c'était celle qui marchait scientifiquement par les neurosciences. Notamment dans l'école Alexandre Dumas, vous l'utilisez à travers une méthode que vous citez, la méthode Bocher. Pourquoi aujourd'hui? Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, on ne revienne pas alors que les neurosciences prouvent que cette méthode marche? On n'est pas là pour... nous, on fait le constat qu'on a du mal à faire preuve de bon sens. Quand il y a des bonnes initiatives qui se créent, comme celle qui vient d'être citée, elles se referment très rapidement derrière, parce que la technostructure empêche le bon sens, tout simplement. Donc, il faut créer des espaces de liberté. C'est ce que nous, on essaye de faire, sans prétention, de manière complémentaire à ce qui peut exister, mais on s'offre cette liberté. Parce qu'il faut vraiment se l'offrir. Hein. On est hors contrat, indépendant, comme vous l'avez évoqué, voilà, pour avoir la faculté de pouvoir recruter les profs que l'on veut et d'utiliser les méthodes que l'on veut, pour le bénéfice des enfants. Méthode qu'on adapte quelquefois à la spécificité des enfants. On ne va pas élever et éduquer et instruire les enfants de la même manière dans Paris 7e et à Montfermeil ou à Asnières. Voilà, donc il faut beaucoup de créativité de la part du professeur. Et même Montessori en avait beaucoup. Elle n'a pas fixé une norme, elle a donné un certain nombre d'outils dans lesquels les professeurs les instituteurs peuvent piocher pour éveiller l'attention des enfants et puis leur faire acquérir ces connaissances, ces compétences qu'ils ont besoin pour grandir, tout simplement. Donc nous, on se focalise sur la maîtrise des savoirs fondamentaux, comme vous l'avez évoqué. Donc, d'accord, le lire, écrire, compter, hein, c'est important. Donc il y a plus, par exemple, de cours de français. C'est une spécificité qui est quand même facile à comprendre, puisque les enfants n'entendent pas forcément parler français le soir chez eux. Donc il y a une attention particulière qu'il faut donner. Il y a des gens qui... Nous, on a eu un élève en 5e, il savait, quand il est arrivé, c'était la première année, il ne savait pas lire. Il avait franchi toutes les étapes à l'école où il était, sans qu'on identifie cette difficulté. Donc, quand le professeur le fait lire le premier jour, il prend le livre et il balance le livre à la tête du professeur. Je me suis dit, on est mal parti, question de respect de l'autorité, ça se pose là. En fait, il était simplement en souffrance, il ne savait pas lire. Donc, vis-à-vis de ses petits copains, vis-à-vis des... Voilà, et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Le professeur, très intelligemment, l'a pris le soir pour lui faire un cours de rattrapage, l'a binommé avec un enfant plus jeune qui savait bien lire
mais qui avait des problèmes en mathématiques, et lui était bon en mathématiques, voilà, et donc, adaptation, voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Pourquoi ça marche chez vous et pas dans les autres écoles à proximité? Est-ce qu'il y a une histoire de temps consacré, plus de temps consacré au français, aux maths? Est-ce qu'il y a un choix? Il y a une attention, il y a petits effectifs, je l'évoquais tout à l'heure. 18, voilà, entre 15 et 18. Donc le professeur est tout donné à ses élèves. On identifie toutes les particularités que peut avoir l'enfant. On communique beaucoup avec les parents. Parce qu'il peut y avoir des problèmes que les parents ont identifiés ou qui sont conjoncturels ou plus structurels. Voilà, donc on peut discuter. Les parents donc, seront associés non pas à l'école mais à l'accompagnement de l'enfant pour les sanctions positives comme négatives. On cite souvent cet exemple-là, quand un enfant a une difficulté et fait une bêtise, ça arrive, hein, ils ne sont pas différents des autres. Et ben, on discute avec les parents et le professeur directeur identifie la sanction qui serait bien pour l'enfant et c'est le parent qui la communique à l'enfant. Comme ça il n'y a pas d'opposition. L'enfant ne peut pas jouer sur une opposition entre les parents et les professeurs. Dans votre ouvrage, vous racontez même qu'en fait c'est le directeur avec les parents qui reçoit l'élève, c'est pas l'élève et les parents et le directeur en face, mais c'est le directeur avec ses parents qui reçoit l'élève et qui lui signifie la sanction. Tout à fait, comme ça. Par exemple, s'il y a un enfant qui a un appareil de téléphone et qui l'utilise mal, ou de manière désordonnée, si les parents sont d'accord, c'est pour le bien de l'enfant, et c'est les parents qui disent on va te supprimer ce téléphone pendant quelques temps, de telle manière que tu arrives de nouveau à te reconcentrer sur ton travail. Donc l'enfant ne va pas jouer du fait qu'il n'est plus à l'école mais qu'il est chez lui pour se réapproprier le téléphone et ne pas respecter la règle qui a été évoquée. Donc vous avez parlé des professeurs. J'ai parlé des savoirs fondamentaux, je n'ai pas terminé. Il y a aussi l'histoire de France, très important, parce que si on n'explique pas un certain nombre de choses aux enfants, ils ne comprennent pas. Un exemple très simple, pourquoi en France, chaque village est construit autour d'une église? Pour nos petits enfants qui habitent le Notre-Dame, qui sont souvent de culture étrangère, ici, c'est pas normal. C'est une France qui nous rejette, nous, avec notre culture, souvent de confession musulmane. Et si on ne leur explique pas comment s'est constituée la France, ne le comprenant pas, ils deviennent agressifs, et donc ils vont rejeter tout ce qui a fait la civilisation française. Et on a plein d'anecdotes là-dessus. La dernière qui m'a été rapportée, les enfants vont faire un stage en troisième pour préparer le brevet, et donc ils visitent les plages du débarquement, parce que c'est au programme de l'histoire, ça leur permet de voir, de comprendre ce qui s'est passé. Et il y avait à ce moment-là un capitaine de pompiers qui avait sa compagnie et qui lisait la lettre d'un jeune résistant qui allait être fusillé le lendemain matin, et qui écrivait à ses parents. Cher papa, chère maman, je vais être fusillé, je n'ai pas l'impression de perdre ma vie, parce que je la donne, je l'offre à la France, elle le mérite bien. Voilà, je prierai beaucoup pour vous, ne soyez pas triste, j'ai fait mon devoir. Et il y a un petit Mohamed qui va voir le prof d'histoire, il dit, il était là depuis 2 ans, il dit, je commence à comprendre ce que vous nous avez expliqué pendant 2 ans. Et après, temps de silence, il dit, cette France-là, nous, on peut l'aimer. Voilà. Donc, et des histoires, les fiorités dont je parlais tout à l'heure, on en a énormément, et ça évidemment, ça renforce l'enthousiasme des professeurs qui s'investissent beaucoup dans leur travail, voilà, parce que tout enfant, grâce à l'instruction, en le traitant comme quelqu'un de raisonnable, peut franchir un certain nombre d'étapes et réadhérer à notre communauté nationale, et on en a bien besoin. Alors, au niveau de la place des professeurs, notamment de recrutement, que vous ne les recrutez pas seulement sur les critères académiques. Une particularité aussi, c'est que vos professeurs travaillent 35 heures. Oui. Comment vous... C'est d'abord il faut qu'ils aient le niveau académique, bien évidemment, mais c'est d'abord des éducateurs. S'ils ne sont pas éducateurs, ils ne peuvent pas être présents dans ce style de projet. La deuxième chose, le niveau académique, c'est premier ou second, il faut les deux, c'est évident. Après, c'est une ouverture à la diversité culturelle évidente. Et puis, une chose que j'ai déjà citée tout à l'heure, le 4e critère, c'est être capable de fonctionner en équipe, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les professeurs. Donc,
ils appartiennent à un corps professoral, et c'est ensemble qu'ils vont guider les enfants vers cette acquisition des savoirs et des compétences. Alors, vous avez souligné, donc on va passer la parole à Peter Mümmel, la place de l'évaluation. Alors il y a l'évaluation des enfants, mais chose plus surprenante, M. Mümmel, dans votre livre, vous parlez de l'évaluation des professeurs, voire même dans certaines expériences, l'évaluation des professeurs par leurs élèves, voire même aussi l'auto-évaluation des élèves corroborée par les professeurs. Expliquez-nous la place de l'évaluation. Alors, tout d'abord, ce que vous dites sur l'équipe est extrêmement important. Donc, je suis allé voir beaucoup d'écoles différentes, avec beaucoup d'approches différentes, de pédagogies différentes, des idées différentes. Pardon. Mais il y a donc quelques éléments en commun, et donc, deux éléments en commun, c'est d'abord des enseignants extrêmement engagés, impliqués et motivés, qui ont un projet en tête, un projet clair, pédagogique. Et deuxième chose, qui travaillent en équipe. Parce que si on est isolé, c'est beaucoup moins efficace. Et même dans les écoles les plus difficiles que je suis allé voir, donc là, surtout là, c'est l'équipe qui est très, très importante. Alors l'évaluation, c'est un sujet extrêmement riche, controversé, compliqué. Il faut dire que d'abord, on a un système d'évaluation des élèves en France qui est tout à fait différent des systèmes qu'on trouve dans d'autres pays, qui est vraiment, ça décourage. Donc 20 sur 20, c'est extrêmement difficile, mais 0, nul, c'est possible. Donc, il y a aussi pas beaucoup de lisibilité dans le système. 12 sur 20 pour un prof de philo, c'est une bonne note. 12 pour un prof d'anglais, c'est not very good, n'est-ce pas? Voilà. Donc, alors l'évaluation, donc déjà on discute ça en France, donc l'évaluation des élèves depuis quelques années. Ce que je dis dans le livre, c'est si vous allez voir dans d'autres pays, on fait aussi une évaluation des élèves, des enseignants, et c'est pas par les élèves. Donc c'est pas une évaluation, on n'est pas noté sur 20, mais simplement c'est un retour officiel. Donc on écrit qu'est-ce que vous avez pensé de l'année? Est-ce que vous avez bien appris? Est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que vous avez bien suivi? Et est-ce que vous avez des choses à suggérer aux profs? Comment ils pouvaient bien améliorer ce qu'ils font? Et c'est un retour d'information qui est très très pratiqué dans beaucoup de pays, les anglo-saxons surtout, mais aussi dans d'autres pays, et qui ne se fait pas du tout, ou très peu en France encore, mais qui est pour la plupart extrêmement utile. Parce que là, du coup, on voit, bon, ils n'ont pas compris, et maintenant je comprends pourquoi ils n'ont pas compris. Donc il y a donc, des avantages dans tout ça. Évidemment, il y a les élèves qui vont dire oui, c'était nul, c'est un prof. Mais voilà, mais c'est normal, il redonne ce qu'il reçoit parfois. Donc, mais en même temps, il y a aussi un côté très positif, constructif derrière ça. Simplement, il faut repenser un peu l'école en France avant de faire ça, parce que ça risque de créer la révolution au sein de l'éducation nationale. Je sais pas Ces points, donc, M. Mestrallet, sur lesquels vous insistez, c'est pas tant la note qui est importante, mais le progrès. Tout à fait. Et vous avez un système qui met en valeur justement des élèves qui progressent, des prix, des récompenses. C'est ça qui est vraiment fondamental. C'est pas tellement le niveau en absolu où en est l'enfant, c'est véritablement sa progression au cours de l'année. Donc il y a une évaluation au début d'année, mais ce qui compte, c'est véritablement l'évaluation qu'on fait en fin d'année pour mesurer le gain de l'enfant dans son assurance, la maîtrise de ses savoirs. Racontez-nous comment vous valorisez ces enfants face aux autres enfants. Ouais, on a un système, parce que l'enfant, il est à la fois un corps, un esprit, un cœur, une âme, donc on essaye de le prendre dans son état d'intégralité. Et donc on a tout un système à l'occasion de rassemblements, pour mettre en valeur, pour distinguer ceux qui se comportent bien, ceux qui sont des modèles. Celui qui peut être un modèle, c'est peut-être le vieux, la personne un peu violente qui réussit à se contrôler.
il y a un exemple comme ça dans le livre où il y a un élève qui avait utilisé des arts martiaux qui étaient assez forts et qui avait du mal à se contrôler. Le jour où il a réussi à se contrôler, ça n'en faisait pas un saint pour autant, hein, mais il a été salué devant tous les autres enfants parce qu'il réussissait à garder son calme malgré tous les autres qui titillaient. Donc voilà, l'idée c'est comment, grâce à une grande attention, on arrive à souligner tout ce qui se fait bien chez l'enfant. Donc c'est la méthode très anglo-saxonne, voilà, est très important, mais pour l'emmener. Ce qui veut dire qu'il faut aussi dire les choses qu'ils n'ont pas. Par exemple, quand deux enfants se disputent, le directeur a plein de petites images ou analogies qu'il utilise. Il dit, deux enfants qui se disputent, c'est comme une ficelle qui est cassée. Et comment on fait? On peut faire un nœud. Et donc, ça c'est le fait que les enfants se pardonnent. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les enfants ils sont plus proches grâce au nœud. Et donc, ils se sont rapprochés, et donc ils vont pouvoir construire des choses ensemble. Alors, un autre... Simplement, sur cette question de bien pouvoir féliciter, c'est très important. Je connais quelqu'un en France qui est une enseignante britannique qui a commencé en France et en Angleterre. S'il y avait un enfant dans la classe qui était excellent, qui a bien progressé, elle l'envoyait systématiquement à la directrice pour être félicitée. Et elle est arrivée en France, elle a commencé à faire ça. Et très vite, elle s'est rendue compte qu'on est envoyé chez la directrice pour toute autre raison que d'être félicité. Il était considéré comme Fayot. Et nous, ce qui est raconté dans le livre, c'est que Albéric de Serran invite à sa table, lors des déjeuners, il y a 2 déjeuners par semaine qui sont en commun avec les enfants, et de telle manière à distinguer ceux qui se sont bien comportés. Ça peut être du comportement, ça peut être des notes, ça peut être une attitude, ça peut être un service rendu, voilà, c'est l'ensemble de ces choses. Alors, il y a un point dans votre école qu'on va évoquer. Vous insistez beaucoup sur l'appartenance à la communauté nationale. Ça fait beaucoup parler les radios, les journaux, lever du drapeau, vouvoiement, politesse, chasse aux gros mots. Il y a tout un tas de... Voilà. Beaucoup de bon sens, hein. Les enfants, ils ont besoin de savoir ils ont besoin d'adhérer à une communauté. Alors, s'ils n'ont pas de communauté à laquelle adhérer, c'est la tribu. Quand je dis la tribu, c'est leur bar d'immeuble. Il faut peut-être préciser, c'est juste que la majorité des enfants qui sont présents dans votre école sont musulmans. De confession de culture musulmane. Mais ils peuvent être d'origine turque, marocain, algérien, ils ne se parlent pas entre eux. Et l'école publique, elle n'ose pas casser ces communautés. Donc nous, en revanche, on a des équipes interâges, donc des grands et des petits qui apportent un peu de gentillesse, de bonté aux grands, souvent. Voilà, on se débrouille pour casser ces communautés d'origine. Et les parents sont très contents parce que finalement, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir rentrer dans cette communauté nationale. Elle n'est pas forcément nationale, elle peut être départementale ou elle peut être au niveau de la commune dans un premier temps, mais qui les sortent de l'isolement dans lequel ils sont au quotidien. Donc voilà, on crée ce sentiment d'adhésion à l'école, à la France, à l'Europe, voilà, qui leur permet d'apprendre. Ils ont aussi un uniforme parce que comme ça ils en sont fiers, ils ont l'impression de se reconnaître dans quelque chose. C'est un peu plus économique, le reconnaissent les parents. Donc voilà, c'est plein de petites choses, beaucoup de bon sens, rien de révolutionnaire, voilà, mais qui permettent de créer une dynamique d'ensemble qui fonctionne bien. Il y a évidemment le lever des drapeaux. C'était très intéressant parce qu'au début, le directeur a dit chacun va venir avec le drapeau, ou l'emblème qu'il veut soutenir, qui témoigne ce qu'il est. Et donc il y avait une diversité. On a cité quelques origines, et il manquait toujours un drapeau, etc. Et finalement, ce sont les parents qui ont dit, mais finalement, ce qui nous rassemble, c'est le fanion de l'école, et c'est le drapeau français, donc c'est eux qui l'ont demandé. Et donc ça devient très naturel. Voilà. Soyons naturels, n'ayons pas peur de faire des choses très, très basiques. Je pense que l'intervenant de Philippe de Ville tout à l'heure a dit qu'il y avait une idéologie qui pouvait déraciner un petit peu les adultes et les enfants. Là, recréons ces petits espaces très naturels où l'enfant se retrouve, il reconnaît une autorité d'une communauté, la communauté redonne une certaine légitimité à l'autorité parentale. L'autorité parentale donne son autorité pour
l'éducation et le temps passé à l'école. Voilà, tout ça fonctionne en bonne intelligence et voilà, tout simplement, et ça marche très très bien. C'est très réjouissant de voir que des enfants se sourient, s'épanouissent et ont envie de rentrer dans ce monde adulte de plein pied, non pas reculons. Vous citez la pédagogie scout aussi, par rapport à ce qui est un peu en disant je la revendique, parce que c'est le bon côté de. Parce qu'à un moment vous parlez de boy scout. Alors, les équipes interage, on pourrait comparer ça à des cisaines ou des patrouilles, pour reprendre le modèle scout. Donc oui, bah, c'est quelque chose qui a fait ses preuves, qui s'est déployé partout dans le monde. Donc on assume le fait de pouvoir utiliser ces pédagogies pour tirer les enfants vers le haut et les faire interagir, les faire rentrer en relation avec les autres, les uns avec les autres, ne pas avoir peur de l'autre qui est différent, faire créer une vraie fraternité entre les enfants, une fraternité qu'on ne choisit pas, hein, parce que ce ne sont pas des gens qui sont de notre famille, mais c'est avec celle-là qu'on veut progresser et ne pas avoir peur d'avancer. Vous revendiquez. Oui, alors ce qui est très intéressant, c'est dans cette école, c'est effectivement cette notion de sentiment d'appartenance. Et là, en France, c'est vraiment l'exception. Il y a donc une étude internationale depuis 15 ans qui s'appelle les études PISA, qui sont dans maintenant une soixantaine de pays. Les élèves de 15 ans qui sont. Alors on teste le niveau académique, mais aussi on pose des questions. On pose des questions sur l'école, sur les relations avec les enseignants, sur plein de choses. Et dès le début, en 2000, la première évaluation en PISA, on a constaté que la France faisait figure d'exception dans tout ce qui concerne le sentiment d'appartenance. Donc, tous les autres pays, les jeunes disaient « Oui, ok, l'école, j'ai pas tellement, toujours, il y a des problèmes avec parfois les profs, j'aime pas les devoirs, il y a des bagarres parfois, mais majoritairement, nettement, ça fait partie de ma vie, je l'assume, je me sens bien, c'est important, je me sens même chez moi, je l'assume. » Donc c'est là le niveau mondial, c'est à peu près 80% qui disent oui, l'école, c'est le sentiment d'appartenance, c'est clair. En France, c'est pas 80%, c'est 45%. Et là, ça veut dire que la majorité des jeunes n'ont pas ce sentiment d'appartenance. Et c'est vraiment intéressant. Il faut poser la question pourquoi. Donc il n'y a pas des rituels comme chez vous, qui est, voilà, là vous avez donc une expérience différente, mais il y a aussi d'autres choses qu'on peut faire pour créer ce sentiment d'appartenance. Déjà, les enseignants qui ne sont pas uniquement là pour transmettre les savoirs, mais aussi qui sont dans la cour de récré, comme vous faites. Des équipes de foot, des équipes, des activités scolaires qui rassemblent un peu tout le monde. Le rôle des parents, par exemple, dans l'école, qui ici est très rare. Normalement, il y a l'école et la maison et un rideau de fer entre les deux. Voilà, donc, et donc dans le livre, je parle aussi donc, des exemples où on a essayé de créer un sentiment d'appartenance avec des équipes, avec des parents dans l'école, parce que c'est vraiment, pour moi, c'est une des raisons fondamentales pourquoi cette école française ne marche plus, ou marche avec grande difficulté, parce qu'il n'y a pas effectivement ce sentiment d'appartenance. Oui, beaucoup de familles, finalement, n'ont plus confiance dans l'école, parce qu'elles restent au portail. Et donc, leur redonner l'envie des parents de soutenir l'école, de participer à certaines activités, sans intrusion, bien évidemment, mais est extrêmement important. Nous, on a plein de familles qui nous disent, si vous n'existiez pas, on enverrait nos enfants dans des systèmes totalement alternatifs. Et totalement alternatif dans ces régions-là, c'est la mosquée. Et ils n'iraient pas forcément c'est pas forcément une envie de leur part, c'est simplement votre école, l'école de la République, nous exclut, nous accepte pas tel que l'on est, donc on va pas venir. Donc la machine à désintégrer, qui est le contraire de la machine d'intégration qui était proposée à l'origine, fonctionne à plein. Et s'il y a des élites de la société civile, s'il y a des maires qui viennent nous voir, ça veut dire venez vite parce que bientôt on n'aura pas ces enfants, on n'aura plus la main là-dessus, on n'aura plus de contact avec eux et on ne sait pas où on les retrouvera. N'oublions pas que deux des terroristes
de janvier dernier, était à 500 mètres à vol d'oiseau, relativement intégré, enfin employé par la commune de 500 mètres d'Asnières. Donc ça ne marche pas. Il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se mentir. Donc il faut inventer de nouvelles solutions. Et quand je dis inventer de nouvelles solutions, ce n'est pas forcément une innovation révolutionnaire, c'est simplement assembler autrement, et surtout un autre état d'esprit, qui permette de faire revenir finalement ces enfants et leurs familles, ou les familles et leurs enfants, voilà, pour une construction, une adhésion à un projet commun. Vous êtes une école hors contrat. Oui. Vous dites dans votre livre que vous coûtez 2 fois moins cher qu'une école publique. Comment c'est financé? Les parents Alors pour le moment, c'est financé par... Les parents payent 15%, grosso modo, ce qui n'a pas de prix, n'a pas de valeur. Hein. C'est quand même assez important. Ils sont quand même capables de dépenser de l'argent pour des... Je pense que souvent des futilités, donc il ne faut pas oublier ça. Et puis, et le reste est aujourd'hui assuré par soit des fondations d'entreprise, soit des très généreux donateurs qui estiment qu'on est en train de tester un modèle qui mérite d'être encouragé et poussé. Je ne vous le cache pas qu'on commence à discuter avec les pouvoirs publics pour voir de quelle manière il est possible d'avoir un financement public, tout en restant ce que l'on est, c'est-à-dire que rester en dehors de l'éducation nationale. Donc il faut trouver des mécanismes à travers le ministère de la Ville ou les collectivités territoriales pour asseoir ce modèle, de telle manière à ce qu'on puisse déployer, je pense, les 200 écoles qui seraient nécessaires pour significativement changer la France par rapport à ces populations qui nous attendent. Donc on travaille à ça actuellement. Si vous avez des contacts dans le ministère et auprès de pouvoirs publics qui peuvent permettre d'avancer sur ces sujets-là, on est bien évidemment preneur, parce que je pense qu'il y a des vraies possibilités à avancer. On commence à avoir le soutien de gens très diverses, à droite comme de gauche, pour essayer de faire avancer. La situation monopolistique de l'éducation nationale, ou du sous-contrat qui en dépend malgré tout, n'est pas satisfaisante parce qu'elle fait l'enseignement, mais elle s'auto-évalue aussi, et c'est la seule à évaluer. Donc on est dans un système qui ne peut pas fonctionner. Jamais en entreprise on a vu ceux qui défiaient la loi étaient ceux qui la contrôlaient. Sinon ça ne marche pas. Donc voilà, là, typiquement, on a réussi à faire un monstre qui ne peut pas s'auto-réguler par ce biais-là, parce qu'il n'y a pas un regard extérieur qui vient, non pas dire que c'est pas bien sous peine, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement? Vous êtes un peu myope parce que vous êtes le nez sur le guidon, enfin, que de choses qu'on vit tous les jours. Voilà, si on ne prend pas un peu de recul, et aujourd'hui l'éducation nationale ne peut pas prendre de recul, et quand certains en interne en prennent, et il y a plein de gens bien à l'éducation nationale, ne vous méprenez pas sur ce que je dis, très vite ils s'épuisent et ils sont cassés. Et donc on est en contact avec Cécile, on est en contact avec plein de gens qui ont tenté des choses fabuleuses dans l'éducation nationale, mais qui n'ont pas pu les proroger. Voilà. Donc on a plein de personnes qui viennent nous voir en disant ici je peux faire mon métier, ici je peux réaliser ma vocation. Donc on n'a pas de problème de recrutement. Donc les 200 écoles, on arrivera très facilement à les ouvrir, si ce n'est le problématique du financement, parce qu'on ne peut pas porter à bout de bras, même si c'est moins cher que l'école publique, 200 écoles. Alors, Peter Mümmel, allez-y. Vous évoquez l'un et l'autre en fait un modèle, qui sont les charter schools et free schools. Est-ce que vous pouvez leur dire quelques mots, puisque c'est un peu le modèle à la fois de fonctionnement et de financement? Oui, effectivement, les charter schools ou les free schools, les charter schools aux États-Unis ou les free schools en Angleterre et en Suède, c'est un peu l'objectif, je crois, que pour vous, c'est-à-dire, si on prend l'exemple des États-Unis, on a aussi un système éducatif qui ne marche pas très bien, donc les écoles surtout, pas dans les banlieues, parce que dans les banlieues, ce sont les gens huppés, mais dans les inner cities, dans les centres-villes, qui marchaient très mal. Et donc, on a décidé de faire autrement, de laisser la création des écoles différentes et financées par donc, le système public. Et ça s'appelle Charter Schools, et il y a donc une exigence académique très, très élevée, et surtout la demande des parents, parce qu'ils n'ont pas envie d'envoyer leurs enfants dans des écoles publiques qui ne marchent pas. Et donc on crée des écoles, et ça fait à peu près 20 ans, des expériences de plus en plus importantes aux États-Unis. Ça marche très bien. Simplement, il y a tellement pour les classes dans ces écoles qu'on fait l'admission par loterie.
Parce que ces écoles sont notées, en fait. Il y a tout un... Alors, ils sont aussi suivis par les chercheurs qui regardent, et simplement, l'idée d'avoir... Alors, ce sont souvent des entreprises privées qui créent des charter schools, qui sont financées par l'État, et comme il y a une équipe d'enseignants qui... Motivés, pas syndiqués, il faut le dire aussi. Et chaque enfant et chaque parent signe un contrat. C'est pourquoi charter school, un charter, on signe pour dire oui, on va bien travailler ici. Et donc le niveau monte tout de suite. Mais le problème, c'est que ça vide les écoles publiques du quartier. Parce que tous ceux qui ont ambition veulent envoyer évidemment des enfants dans le charter schools. Donc c'est compliqué donc, à gérer ça. Mais il y a quelques villes, pour terminer, il y a quelques villes aux États-Unis, par exemple New Orleans, Nouvelle-Orléans, où la totalité des écoles publiques sont devenues maintenant des charter schools parce que ça marche mieux. C'est la vitalité que permet une forme d'approche un peu plus libérale voilà, qu'on n'a pas en France. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut encourager, c'est ce qu'on recherche à travers ce financement public. Voilà, c'est comment on met la société civile contributrice d'une mission d'intérêt général. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de monopole, me semble-t-il, qui doit être dévolu à l'éducation nationale. Et l'avenir serait là. Alors, juste, il y a peut-être des frustrations, des personnes qui voudraient poser une ou deux questions. Donc, je vais laisser la possibilité à des personnes dans la salle de pouvoir poser une ou deux questions. Et, ou après, oui, discuter, oui. Voilà. Alors, quel serait, si vous aviez un message à porter l'un et l'autre, sachant que les questions, effectivement, on pourrait les poser directement à Éric Mestralet et Peter Newman. Si vous deviez donc nous donner un message par rapport à votre projet, outre le fait qu'effectivement vous cherchez des financements et que vous êtes ouvert à des partenariats avec des entreprises. Le message, il est porté par le nom de la fondation, c'est l'espérance. Voilà. On voit des enfants qui ont le sourire. On voit des parents qui se réinvestissent pour leurs enfants, on voit des parents qui signent une charte pédagogique, qui acceptent donc l'uniforme, un petit bandana pour les filles qui voudraient couvrir leurs cheveux, pas plus. Voilà, donc on a une vraie adhésion à un projet qui permet de donner ce sourire, de mettre la société en avant. Et je pense que tous les maires qui font appel à nous, qui favorisent ces projets-là, on sentent tout de suite une amélioration de l'ambiance dans la commune. Voilà, donc c'est de l'espérance, et l'espérance est encore possible aujourd'hui. Merci. Alors pour moi, il y a deux choses. La première chose, c'est que dans la crise de l'éducation, parce que c'est une crise, avec 1 sur 4 qui ne termine pas sa scolarité, dans la crise, quand même, il y a beaucoup d'énergie que j'ai trouvé, des gens, des enseignants surtout, qui cherchent des solutions, qui sont en train de mettre en place autre chose. Et pour moi, ça c'est le premier point qui est extrêmement important. Là, il y a de l'espoir. Deuxième chose, c'est que il faut simplement changer la mentalité du système. Il faut arrêter de penser que l'uniformité est l'égalité, et il faut commencer à dire c'est dans la diversité, avec la progression de tous les enfants, avec des possibilités de faire des pédagogies, des approches différentes, qu'on va s'en sortir. Et dès qu'on arrête de dire tous les élèves doivent faire la même chose en même temps, de la même façon, là c'est le moment où cette crise de l'éducation va se terminer, va s'en sortir. Vous voulez réformer le collège unique? Non mais c'est... Ouais, alors, par exemple, la dictée quotidienne, c'est sûr que pour quelques enfants, c'est très bon, mais pas pour tout le monde. Et il faut que les ministres arrêtent de dire maintenant on va faire cette méthode, ou cette dictée, ou cette chose. Et surtout, ce sont les enseignants sur le terrain qui connaissent mieux les enfants, qui connaissent parfaitement les besoins, les difficultés. Là, il faut dire allez-y, vous êtes des professionnels, on vous a formés, alors maintenant vous faites. Il faut rendre l'autonomie au directeur, qui ait la possibilité de choisir ses professeurs et ses méthodes. Voilà, c'est ce que nous souhaitons. Merci.
Je vous invite donc, cet ouvrage sert à financer la Fondation Espérance Banlieue, puisque 75% des droits d'auteur seront versés. Donc n'hésitez pas à rencontrer Eric. Et si vous êtes à la recherche de solutions pratico-pratiques qui existent aujourd'hui en France, parce que ce qu'il faut souligner, c'est que les principales méthodes nouvelles pédagogiques sont françaises à l'origine, hein, donc c'est un peu le paradoxe. Voilà, donc pas tous, effectivement, hein, il y a notamment American School of Paris, mais qui est un peu plus cher que les autres, mais voilà, n'hésitez pas à acheter ces ouvrages, c'est vraiment, comment dire, enthousiasmant, c'est des sources d'espérance concrètes à la solution à la fois éducative, mais ce qui est aussi important, c'est aussi à la crise des banlieues, et ça c'est vraiment, je pense, la belle surprise d'Espérance Banlieue, parce que c'est vraiment des réponses concrètes à ce qui est à la crise d'aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment des ouvrages faciles à lire, et ça vous permettra aussi de diffuser et peut-être de changer le système comme le suggère Peter Lundvall. Merci à vous.